Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Petite vidéo rapide pour revenir sur ce qui se passe en Ukraine. Petite référence historique. Souvenez-vous, lors des derniers jours d'Adolf Hitler, les Russes sont aux portes de Berlin et pour essayer de trouver un moyen de résister, ils ont commencé tout simplement à enrôler des gamins de 16 à 17 ans pour défendre Berlin. Vous l'avez peut-être vu passer, Washington a demandé à Zelensky de baisser l'âge d'incorporation de 25 à 18 ans. Souvenez-vous, Kiev avait demandé au gouvernement polonais d'identifier, d'interpeller et de renvoyer les jeunes Ukrainiens qui se sont réfugiés en Pologne. Souvenez-vous, la création de ces régiments internationaux où étaient incorporés des gens qui voulaient défendre l'Ukraine contre le méchant russe. Sauf que, pourquoi toutes ces décisions ? Tout simplement parce que l'Ukraine a une capacité militaire humaine limitée. Alors, en effet, le problème se pose aussi chez les Russes. Sauf que la différence entre l'Ukraine et la Russie possède des technologies, possède des missiles, possède l'arme nucléaire. Donc, si elle veut mettre un terme à la guerre, alors que l'Ukraine n'a absolument aucune capacité, aujourd'hui, à repousser les Russes du Donbass et de Crimée. Qui plus est, si c'était le cas, que se passerait-il pour les russophones ukrainiens de ces régions ? Moi, je sais pas, si tout d'un coup, je vois que les Russes s'en vont, que je suis russophone, je vais pas rester, je vais pas rester parce que sinon je vais me faire massacrer. Donc, si vous voulez, l'issue diplomatique, aujourd'hui, pour éviter que cette guerre devienne un bourbier, et que même si on a beau encore alimenter et envoyer des milliards d'euros, dont d'ailleurs le New York Times, je crois, je ne sais plus, c'est Washington Post, New York Times, etc., qui a annoncé la couleur en disant que un tiers, voire les 2/3 des aides financières à l'Ukraine, en réalité, ne sont jamais sorties des États-Unis. Parce qu'en réalité, le gouvernement de Washington a en fait utilisé cet argent pour faire tourner l'industrie américaine, pour faire tourner les entreprises américaines, pour acheter du matériel, pour acheter des munitions, pour acheter des vêtements, pour acheter des rations, pour acheter des pièces détachées, pour acheter de l'artillerie, pour acheter des bombes, pour acheter des missiles qu'ils ont envoyés par la suite en Ukraine. Donc vous voyez là, un petit peu la tactique. Alors, sincèrement, l'Union européenne, quand elle signe un contrat de 2, 3 ou 5 milliards pour l'Ukraine, est-ce que ces milliards sont utilisés par des pays de l'Union européenne pour justement faire tourner l'économie de guerre ? Ou est-ce qu'on envoie l'intégralité de l'argent comme des cons au lieu de faire comme les Américains, c'est-à-dire utiliser cet argent pour acheter des armes, acheter des munitions, etc. Est-ce qu'aujourd'hui en Europe, il y a des capacités industrielles, militaires suffisantes ? Non, parce que c'est bien gentil, mais les armées européennes, aujourd'hui, même si la France reste quand même une armée de référence dans le sens où elle a l'arme de dissuasion nucléaire comme la Grande-Bretagne, pour ce qui concerne la capacité de faire une guerre conventionnelle, on est loin du compte. Alors certains vous diront que oui, mais
ceux qui disent qu'on a une capacité militaire pour une semaine, après on va avoir des problèmes logistiques, de matériel, de fournir des munitions, etc. C'est de la fake news, c'est pas vrai, etc. Vous savez, quand j'ai fait mon service national à la 9e compagnie d'école d'état-major de Compiègne. Compiègne qui est une ville bien munie, puisqu'elle avait le 6e RIMA, elle avait le 51e RT, et une autre caserne dont je ne me souviens plus le nom, qui était une caserne de l'armée de l'air, je crois. Enfin, c'était pas des avions, mais je pense que c'était une caserne du génie ou un truc comme ça pour l'armée de l'air. Aujourd'hui, quand vous allez à Compiègne, tout ça a disparu. Donc je n'ose même pas imaginer toutes les villes qui avaient quand même une présence non négligeable de casernement militaire, les réductions des budgets, la fin de la guerre froide, le petit livre blanc, tout ça a fait disparaître bon nombre d'infrastructures, bon nombre de casernements, bon nombre de capacités militaires françaises pour de la guerre conventionnelle. Le service militaire a disparu. Demain, aller mobiliser des gens, c'est-à-dire qu'il va falloir donc faire des classes, il va falloir les former. Parce que moi, je fais partie des derniers contingents avant la fin du service militaire. Donc aujourd'hui, on a plus de 40 ans, plus de 50 ans. Donc est-ce qu'on est encore mobilisable ? Si ma mémoire est bonne, on était mobilisable jusqu'à 43 ans, 43 ou 45 ans, je crois. Donc la capacité de mobilisation ou de conscription est quand même limitée. D'autant plus qu'en France, si demain vous faites une conscription, à votre avis, combien ils sont ces jeunes Français qui vont aller la fleur au fusil, se battre aux côtés des Ukrainiens ? À mon avis, il ne va pas y en avoir des masses. Donc l'Ukraine devient un bourbier, devient un problème. Alors, il n'est pas un problème pour ceux qui détestent la Russie, veulent dégager Poutine, etc. Donc évidemment, l'Ukraine est un enjeu stratégique, idéologique important. Donc l'Ukraine ne peut pas perdre la guerre. L'Ukraine ne peut pas lâcher le Donbass et la Crimée à la Russie. Sauf qu'il y a un moment donné où ça coûte cher. Et que même Washington ne va pas continuer à alimenter à coups de milliards un soutien à l'Ukraine. Donald Trump peut éventuellement continuer un soutien, mais aujourd'hui, très clairement, il l'a exprimé, moi, ce que je veux, c'est une solution finale. Je veux un accord. Ouais, mais quel accord ? Je vous l'ai dit, Si on trouve un compromis avec Poutine, il garde le Donbass et la Crimée, qui servent de zone tampon, c'est-à-dire que Poutine s'engage à ne pas installer de bases de missiles ou de trucs comme ça sur ces territoires. À la limite, il peut y laisser quelques casernements par précaution. Et de l'autre, il s'engage à sanctuariser le territoire ukrainien, c'est-à-dire qu'il s'engage à ne pas l'attaquer, de nouveau, accepte éventuellement que l'Ukraine, par garantie, une intégration à l'Union européenne, mais pas à l'OTAN. Et puis voilà. La Corée du Nord, la Corée du Sud, Chypre, sont des endroits où on a trouvé un compromis parce que c'était des guerres qui ne pouvaient pas continuer, qui coûtaient trop cher. Trop cher à la fois aux États, en matériel et en êtres humains. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous n'avez plus assez d'êtres humains pour mettre derrière vos chars, vos avions, vos fusils, votre artillerie, qui plus est des gens compétents, parce que ça c'est pareil, Là, ce que l'Ukraine est en train de faire, c'est-à-dire de conscrire des gens
Mais c'est pas des gens, c'est pas des militaires, c'est pas des warriors. C'est des gens qu'on va entraîner à faire telle ou telle procédure, à faire tel ou tel mouvement, mais qui de toute façon sont condamnés à mourir parce que ils n'ont pas un instinct de survie, ils n'ont pas un instinct combattant. C'est de la chair à canon, purement et simplement. Sauf que là, peut-être que ça va tenir quoi, 6 mois, puis au bout de 6 mois, rebolote. D'où la raison pour laquelle Washington demande de baisser l'âge de l'incorporation de 25 à 18 ans pour les Ukrainiens. Vous imaginez tous les Ukrainiens qui ont 18 ans aujourd'hui? Ils n'ont pas envie d'aller au front, ils n'ont pas envie de faire la guerre. Donc soit Zelensky, il arrondit les angles, il fait le dos rond et basta, ou alors il dégage. Sauf que le problème, c'est que tous les véhéments qu'on a actuellement à l'Union européenne, et même chez nous en France, et même chez nous ici aux États-Unis, je crois qu'aux États-Unis, les Américains, l'Ukraine, commence à coûter cher l'Ukraine. Hein. Surtout que l'un des arguments de la campagne présidentielle, ça a été quand même pourquoi envoyer des milliards de dollars aux Ukrainiens quand vous avez des Américains qui aujourd'hui sont en train de crever la dalle. Bah ouais, forcément, politiquement, ça le fait pas. Alors, pareil, c'est quand même une situation qui est relativement fragile, puisque même les pays européens aujourd'hui, on a la Grande-Bretagne, la France. Alors, alors là, regardez, la France et la Grande-Bretagne, ils sont en train de discuter pour peut-être trouver un accord de coopération au cas où il faudrait intervenir en Ukraine. Alors là, ça y va. Hein. Mais tous ces gens-là, avec quels moyens? Quelle est la capacité militaire, matérielle, humaine de la Grande-Bretagne et de la France? Pour combien de temps? Le coût. Est-ce que vous ne croyez pas qu'en Grande-Bretagne et en France, il y a d'autres priorités sociales, économiques dans chacun de ces deux pays? Plutôt que de dépenser des milliards pour aller faire une petite guéguerre où de toute façon, vous n'aurez pas suffisamment de soldats, vous n'aurez pas assez de missiles, pas assez de chars pour percer les positions russes et les repousser en Russie. Si vous voulez vraiment récupérer le Donbass et la Crimée à l'Ukraine, la seule solution viable, dégagez Poutine. Vous dégagez Poutine, vous mettez un petit clown à la place, et le clown dit c'est bon, je retire toutes les forces militaires de Crimée, je restitue la Crimée et le Donbass à l'Ukraine, etc. Sauf qu'encore une fois, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir un exode énorme de la part de tous les russophones. Exode, déportation. D'autant plus que c'est vrai que l'Ukraine, pendant un temps, on n'entendait plus parler. Bon là, ça y est, on a relancé le truc. On a relancé le truc, pourquoi? Parce que comme ça, on refocalise l'opinion, on refocalise l'attention sur l'Ukraine et on oublie Bibi et puis Gaza. Sauf que ces pays s'est prononcé. Sauf que... alors là, ce qui est génial, la preuve que de toute façon, on est dans une totale déliquescence. Alors là, vous avez un ministre des Affaires extérieures, la français, mais qui est une incompétence absolue, qui se met à balancer des trucs. Là, on l'a vu passer à la BBC, limite, oui, on va rentrer en guerre contre la Russie, nous, la France, blablabla. Bonhomme, t'as demandé son avis aux Français d'abord? Non, parce que je pense qu'à mon avis, déjà, vu que tu n'as pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, vu que là, c'est une intervention militaire et non pas une mission de maintien de l'ordre, où là, en effet, le président de la République n'est pas obligé d'avoir le consentement du peuple, donc de sa représentation, mais là, si c'est entrer en guerre contre la Russie, parce que c'est entrer en guerre contre la Russie, là, dans ce cas-là, il faut l'autorisation de l'Assemblée nationale. Comme quand la France s'est engagée auprès des Américains pendant la Desert Storm, le Koweït, comme en Afghanistan,
que ce soit Mitterrand ou Chirac, ils ont été obligés de demander l'autorisation du Parlement. Donc déjà là, ça coince, ça passera pas. Très clairement. Et on a la diplomatie française qui a dit oui, enfin bon, le truc du CPI, c'est bien gentil parce que, vous comprenez, au niveau diplomatique, c'est un chef d'État, donc il y a une certaine immunité. Est-ce que vous comprenez 2 minutes que dans le peuple français, il y a des gens à un moment donné qui vont se dire, attendez, quand il s'agit d'attaquer Poutine, de faire de lui foutre sur le dos un mandat d'arrêt pour répondre de ses crimes contre un tribunal pénal international. Là, vous nous avez pas sorti le coup, oui, mais bon, comme c'est un chef d'État, vous comprenez, il a une immunité, donc vous l'avez pas dit ça. En revanche, pour Netanyahou, Premier ministre de l'État d'Israël, alors là... De toute façon, je pense que vous êtes conscient qu'en France, comme aux États-Unis, vous avez beaucoup de politiciens qui ont les chocottes. Ils ont les chocottes parce que s'ils ne prennent pas position de façon modérée ou très engagée au profit d'Israël, ils savent que le Mossad, mais le Mossad, ils ont des tas d'infos sur vous. Le Mossad, demain, il peut balancer des informations à des presses qui vont faire un scandale et votre carrière politique est morte. C'est fini. C'est terminé. Vous êtes foutus. Oui, parce que ne soyons pas naïfs. Arriver à ces hauteurs de pouvoir, il y a forcément des gens qui ont des leviers sur vous. Vous ne pouvez pas accéder à des hautes fonctions, que ce soit étatique, que ce soit au niveau même d'une présidence, d'un État ou d'un parti politique même, de premier plan. Dites-vous bien que de toute façon, à partir du moment où vous avez une popularité, à partir du moment où vous pouvez avoir de l'influence sur l'opinion, des gens veulent absolument avoir l'intérêt d'avoir des leviers sur vous. De telle manière à ce que vous ne dites pas de conneries, de telle manière à ce que vous ne mettiez pas à dos le système ou que vous ne vouliez pas changer le système. Si à un moment donné vous menacez l'intérêt de tout ce qui est deep state, État profond, establishment, etc., on va vous flinguer. C'est pour ça que quand je vous dis, attention, Donald Trump, il dit beaucoup de choses, mais c'est pas certain et c'est pas sûr qu'il fasse ce qu'il dit. Mais il y a toujours des déçus, de toute façon. Dites-le vous bien. Donc l'Ukraine, l'Ukraine, c'est quand la prochaine étape où ils passeront à une conscription à partir de 17 ans, 16 ans? Ça devient grave. Et puis bon, je vous rappelle quand même que, je vous l'en ai dit dans une précédente vidéo, mais je le répète, qu'on envoie des missiles sur le territoire russe parce que Washington a accordé l'usage de missiles à longue portée. La réponse de Poutine, elle a été claire. Un missile qui peut porter de la charge nucléaire qui a été lancé en Ukraine, c'est clairement un tir de missile nucléaire à blanc. Et d'ailleurs, on le voit bien sur les réseaux sociaux. Vous en avez plein aujourd'hui qui sont en train de vous scruter, de vous faire la démon. Oui, mais enfin, on surestime la capacité militaire russe. C'est faux, les Russes, ils n'ont pas les moyens nucléaires comme ils prétendent, etc. Il y en a même un, il me dit, oui, regardez les tests qu'ils ont faits, ils ont eu des échecs, donc c'est la preuve que ça ne marche pas. Alors je lui dis, mais regardez les Américains avec leurs missiles hypersoniques, c'est pareil, ils se sont plantés.
Oui, mais les Russes se plantent plus. Mais j'ai envie de dire, tant mieux pour eux. S'il y a des tests s'ils font des tests, qu'ils ont beaucoup plus d'échecs de leurs tests, les Russes, c'est qu'au moins des tests, ils apprennent les leçons. Alors que les Américains, vu que le nombre de tests qu'ils font et que ça rate, enfin, je sais pas, sur le plan scientifique, technologique, analyste, développement, c'est pas parce que tu rates des tests que ça veut pas dire que demain tu vas réussir à mettre au point une technologie. D'autant plus que ça fait quand même depuis quelques années que les Russes et les Américains se font la petite guerre de gros muscles à celui qui va faire le test le plus concluant. Oh, regarde, j'ai fait un test. Ça marche. Ouais, sauf que la Corée du Nord, eux, ils viennent de faire un test à un missile qui vient de passer au-dessus du Japon. Merde. Puis en plus de ça, comme je vous l'ai dit, si vous prenez en considération le fait que la situation financière internationale est dans le trou, il suffit de voir les mouvements des marchés en ce moment. C'est compliqué. Alors si en plus vous rajoutez des gens qui vous vendent du fantasme à longueur de journée, j'ai envie de dire, c'est un peu pour noyer le poisson, c'est mettre l'opinion un peu dans le brouillard, pour que justement l'opinion ne prenne pas conscience de certaines réalités, puisse faire les liens de cause à effet et comprendre la réalité de la situation. On va suivre tout ça, c'est très intéressant. Et pour terminer, nous avons Macron aujourd'hui qui a fait son petit show avec Notre-Dame. Alors oui, félicitations, super bon boulot les gars. C'est une démonstration de la capacité française, mais une capacité française qui a un coût. Et à savoir la polémique, à savoir oui, Macron n'a pas le droit, machin, etc. Je vous rappelle quand même pour mémoire que Notre-Dame fait partie du patrimoine de la République. Notre-Dame, le propriétaire, c'est l'État. L'Église en a l'usufruit pour le culte, mais Notre-Dame n'appartient pas à l'Église, elle appartient à l'État. Donc à partir du moment où elle appartient à l'État, elle vous appartient à vous en tant que peuple français. Et donc Macron a parfaitement le droit de rentrer dedans et de faire un discours s'il a envie. Alors après, c'est une question de respect envers la chrétienté, envers les catholiques. Voilà, après, c'est toujours le problème entre la règle et le comportement. C'est pas parce que la règle vous donne le droit d'eux que ça doit vous empêcher d'étudier un petit peu la situation, puis de vous dire, c'est plutôt préférable que je fasse ça plutôt que de me planquer derrière la règle pour avoir le droit de. C'est toujours ça le problème. C'est une question d'intelligence. Sauf que l'intelligence aujourd'hui, elle est de plus en plus rare. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, soyez attentifs et soyez prudents.